Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, vous arrivez tout doucement là de la salle d'attente. On va attendre encore 1 ou 2 minutes, le temps que tout le monde se joigne. Donc, c'est le moment, si vous avez un verre d'eau à prendre, de saisir l'opportunité. Et puis, on commencera d'ici 2 minutes. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Allez, une petite minute encore et puis ensuite on démarre. Allez, on va pouvoir démarrer. Donc, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être présentes et présents aujourd'hui pour ce 15e webinaire à vélo. Donc, on est ensemble pour environ 2 heures aujourd'hui pour traiter du sujet du baromètre vélo. Donc, comme d'habitude, ce webinaire sera enregistré puis rediffusé sur notre chaîne YouTube pour que vous puissiez le visionner, le revisionner en replay. Si vous avez pas forcément aujourd'hui l'opportunité de le suivre en live en entier, au moins vous pourrez le revisiter a posteriori. Et donc, notre sujet d'aujourd'hui, c'est comment s'approprier le baromètre vélo 2025. Donc, on va avoir différents intervenants que je vais vous présenter via le sommaire. Et ensuite, je laisserai Paul faire une petite introduction au sujet. Donc, on va avoir 2 intervenants principalement aujourd'hui. Tout d'abord, on accueillera donc Axel Lambert qui nous parlera du baromètre vélo. De tout savoir sur le baromètre vélo, les enjeux, les tendances nationales qui ressortent de cette édition 2025, et puis une initiation un petit peu à l'exploration des différentes plateformes, des différents outils que rassemble le baromètre. Et puis ensuite, on ira dans une phase un peu plus d'appropriation de cas concrets sur une étude rapide qu'on fera ensemble sur un territoire grâce au baromètre et d'autres ressources aussi qui viendront alimenter notre étude. Et puis, on donnera la parole ensuite à David Dimambro de la commune de Carpentras pour nous présenter comment, au sein de son territoire, le baromètre a pu être utilisé notamment comme un levier de mobilisation locale sur le sujet du vélo. Et je vais passer la parole à Paul qui va vous présenter un petit peu notre sujet avant de démarrer. Merci Claire. Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui ensemble pour évoquer le baromètre vélo. Cette très vaste consultation citoyenne vise à établir une évaluation des conditions de circulation à vélo en France. La dernière édition a eu lieu cette année. Elle s'est clôturée le 3 juin et les résultats ont été publiés le 18 septembre. Vous avez très probablement déjà contribué à cette édition ou à une précédente et pu découvrir les différentes catégories de questions qui sont proposées. Alors, ces questions reprennent la sécurité, le confort des trajets, les efforts de la commune, l'équipement de la commune en stationnement et en service, le ressenti général. Ces 5 catégories qui tentent de représenter le climat local sont synthétisées en notes pour la collectivité. Il est néanmoins possible d'accéder aux informations détaillées qui comprennent les points noirs, les améliorations ressenties, les commentaires ou les notes détaillées. Toutes ces données constituent une opportunité à saisir. Elles permettent d'aider à comprendre comment la politique cyclable locale est perçue et comment il est également possible de l'améliorer. C'est aussi une mobilisation citoyenne qu'il est possible de valoriser pour favoriser une implication dans le développement local.
Donc, je vais donner la parole à Axel Lambert de la FUB qui va nous présenter comment il est possible de lire les résultats du baromètre pour nourrir l'évaluation d'une politique cyclable. Axel, c'est à toi. Merci Paul et merci Claire pour cette introduction. Donc je suis Axel Lambert, je travaille à la Fédération des usagers et usagères de la bicyclette, la FUB, qui donc porte le baromètre vélo. Moi je suis chargé de plaidoyer dans cette organisation depuis maintenant 2 ans et j'ai eu la chance de collaborer avec d'autres salariés et puis notre tissu associatif à la mise en œuvre et à la mise en place donc de ce baromètre, cette 4e édition. Et voilà, et Paul a rappelé les grandes dates. Le 18 septembre, on a eu les premiers résultats qui sont sortis. Et donc, je vais me permettre de partager mon écran pour vous partager ma présentation. Normalement, ça s'affiche. Oui, tout bon. Super. Et donc, on a une petite trentaine de minutes devant nous. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir très rapidement vous brosser en fait la présentation des résultats. Voilà, le baromètre vélo, 4e édition, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Donc l'idée, c'est de revenir à la fois bien sur la participation habitante à cette enquête citoyenne. Vous parlez aussi bien des tendances nationales et des dynamiques régionales qu'on a pu identifier dans le cadre de cette 4e édition. Et ensuite, et ça a été rappelé avant, revenir un peu sur les plateformes et en quoi elles peuvent être utiles à une collectivité territoriale qui a envie de développer une politique cyclable. Donc, je vous montrerai un peu ces outils. Voilà. Et l'idée, c'est que ce soit un peu interactif, donc n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. On fera un petit temps d'échange, comme Claire l'évoquait, à la fin de cette présentation. Peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet et vous présenter les résultats, peut-être revenir un peu sur ce qu'est le baromètre vélo. Donc on l'a dit, c'est une note citoyenne. Donc l'idée du baromètre, c'est de demander aux habitants qu'est-ce qu'ils pensent à la commune de leurs conditions de déplacement à vélo. C'est un élément important. Cette enquête, c'est principalement donc une note. On vient scorer de 1 à 6 l'avis habitant. Donc c'est pas l'avis des associations, voilà, c'est pas l'avis militant, mais c'est bien l'avis des habitants. De cet avis-là, on en fait plusieurs choses en fait. On en fait à la fois une notation citoyenne communale pour les communes qui ont la chance d'avoir un grand nombre de contributions, mais c'est aussi le baromètre, une cartographie participative où on a demandé aux habitants sur chaque endroit où il y avait des problèmes ou des solutions, de nous les indiquer et de nous les commenter. Et donc ça, c'est aussi un des résultats du baromètre qui est cette cartographie participative que vous avez peut-être sans doute vue. Et troisième chose, le baromètre, c'est une photographie des cyclistes et des non-cyclistes de maintenant. En 2025, qui sont les cyclistes? Alors, sympathisants, bien sûr, il y a un biais, l'enquête citoyenne, le baromètre, c'est avant tout des cyclistes qui ont répondu, mais c'est ces 3 choses. Voilà, c'était un peu les propos liminaires, juste pour ne pas réduire le baromètre à sa notation citoyenne, mais bien dire que le baromètre, c'est à la fois une carte, une note et aussi une photographie sociologique des cyclistes et des non-cyclistes. Voilà pour le précis, et maintenant je vais vous présenter un peu les grands résultats de cette enquête. Et n'hésitez pas, s'il y a déjà des questions ou des réponses, à me le faire savoir. Alors, déjà donc c'est comme je l'ai dit en introduction, le baromètre, c'est pas le premier baromètre qu'on fait, c'est le 4e. Le premier a eu lieu en 2017, le second en 2019, le 3e en 2021, et vous voyez, il y a un petit décalage temporel parce qu'on a voulu rallonger d'une année le temps de préparation pour bien coller à l'actualité des municipales qui arrivent. Alors nous, on est très contents de ce baromètre à la FUB parce qu'on a vraiment eu une participation exceptionnelle, une participation des habitants exceptionnelle, plus de 334 000 contributions. On a dans un tiers des communes françaises au moins une contribution. Et pour nous, c'est un élément qui est très important, qui montre que en fait, le vélo dépasse
on va dire, la demande sociale pour le vélo dépasse simplement les communes des grands centres-villes, mais on a de plus en plus de territoires périurbains, des territoires ruraux, avec des habitants qui s'intéressent et qui se préoccupent de la question du vélo. Et donc, voilà, cette participation, elle est le reflet d'une demande sociale. Et alors, cette participation, elle nous a permis en fait de noter un certain nombre de communes. Donc nous, on parle de qualification de communes. Le principe est assez simple et sans doute vous le connaissez. À partir d'un certain nombre de contributions sur une commune de cyclistes, eh bien, on a pris le parti depuis 2017 d'attribuer une note vélo, note du climat vélo à des communes. Cette année, on a eu plus de 2640 communes qualifiées. C'est un record. On a gagné plus de 1000 communes qualifiées et dans toutes les strates territoriales. C'est-à-dire qu'on va faire le plein des plus grandes villes, on fait le tiers des villes moyennes, on fait la moitié des communes de banlieue. Et bien sûr, pour les petites villes, c'est là où on a 32 000 petites villes, c'est là où tendanciellement on va avoir le moins de communes qualifiées, parce qu'il y a un très grand nombre de communes, de petites communes. Mais pour dire que ce soit en quantité de communes qualifiées ou en représentativité, eh bien, on a vraiment une tendance à la hausse et on est assez satisfait de ça et ça montre encore une fois bien l'expression citoyenne et le besoin social pour le vélo. La vraie question pour nous, c'était est-ce que la parenthèse, on va dire enchantée depuis le Covid, c'est-à-dire ce boom et cette explosion de la pratique du vélo, eh bien, continue ou s'infléchit. Eh bien, avec ces chiffres, déjà, on a deux bonnes réponses. Non, les Français veulent toujours faire autant de vélo et nous le montrent bien via l'enquête du baromètre vélo. Alors, on a parlé participation, on a parlé qualification de communes, mais qui sont les gens qui ont répondu? Alors là, c'est des chiffres à l'échelle nationale. Bien sûr, sur vos territoires, les données peuvent varier, mais il y a 3 éléments importants dans les gens qui ont pu répondre au baromètre. C'est déjà, il y a une diversité de voix d'habitants représentées. Alors, quelques chiffres sur nos cyclistes. Déjà, c'est l'écrasante majorité des gens qui ont répondu au baromètre vélo sont des cyclistes, mais on a quand même 11% de non-cyclistes, c'est-à-dire de gens qui sont sympathisants de la pratique du vélo, mais qui ne sont pas encore sur des vélos. Donc bien sûr, nous, on leur a posé des questions pour savoir quels sont les freins à votre non-pratique du vélo, pourquoi vous n'êtes pas encore du vélo sur un vélo. Voilà, c'est une première chose. Peut-être dire aussi que c'est un questionnaire qui est principalement répondu par des habitants hors de notre réseau adhérent. On a seulement 13% des contributions qui proviennent de personnes adhérents ou adhérentes à la FUB. Donc, on a vraiment recueilli l'avis habitant. Et puis, première fois dans l'histoire du baromètre, eh bien, on a un baromètre qui est plus féminin. On a 51% à l'échelle nationale de femmes qui ont répondu contre 49% à peu près d'hommes, ce qui est assez significatif aussi de la démocratisation du vélo. On a tendance à dire qu'il est plus masculin. Et bien là, on a une inflexion de cette courbe dans l'enquête citoyenne du baromètre. Peut-être dire quand même que la proportion s'inverse quand on regarde les cyclistes. Les cyclistes répondants sont majoritairement des hommes, 51%, et les cyclistes non pratiquants sont majoritairement des femmes. Et on a 6% d'habitants de quartiers populaires qui ont aussi répondu à l'enquête. Ça, c'est pour les grandes masses, on va dire, les grands portraits types. Bien sûr, ça peut varier régionalement et territorialement. Là, c'est vraiment les grands ensembles. Ce qu'on peut voir aussi, c'est dans leur pratique, en tout cas quand on s'intéresse aux cyclistes, c'est principalement des cyclistes chevronnés, donc 60% de confirmés. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est pas forcément les confirmés, mais c'est les intermédiaires et les débutants, qui sont une minorité, mais si vous commencez à regarder les résultats de vos enquêtes, n'hésitez pas à aller regarder ce que disent les cyclistes
qui se considèrent comme intermédiaires dans leur pratique du vélo ou débutants. C'est eux qu'on essaye de capter et qu'on essaye de sensibiliser un maximum. Et puis voilà, comme je le disais, les gens qui ont répondu sont principalement donc avec une fréquence du vélo assez quotidienne, 73%, et un quart globalement ont une pratique plutôt ponctuelle, soit hebdomadaire, soit mensuelle. Voilà pour les grands chiffres de qui a répondu. Et maintenant, on va parler plutôt de ce qu'ils nous ont dit à l'échelle nationale du climat vélo en France, où on en est en France en 2025. Eh bien, quand on prend donc la somme de l'ensemble des notes citoyennes et qu'on les agrège à l'échelle nationale, on arrive à une note donc de 3,09 sur 6. Donc la note vélo est passable, voilà. On a à peine la moyenne en France. Et donc ça, c'est pour le verre à moitié vide. Le verre à moitié plein, c'est qu'on gagne. Voilà, le climat s'améliore légèrement. On avait une note à 2,98 en 2021. Là, on passe à 3,09. Bien sûr, c'est une note agrégée à l'échelle nationale, mais ça montre que les choses progressent petit à petit via les démarches à vélo, via le développement de politiques cyclables dans pas mal de territoires. Et on a une inflexion plutôt positive. Mais derrière ça, il y a quand même des fractures qui se cachent dans le climat vélo. Il ne fait pas bon rouler partout à vélo en France. Et la première des fractures qu'on peut noter, eh bien, c'est une fracture déjà territoriale en fonction des types de territoires. Donc, l'enquête du baromètre, elle est bien sûr, là, je vous ai parlé d'un chiffre à l'échelle nationale, mais le chiffre, on le décline aussi en grandes catégories du baromètre. Donc, on en a 5 des grandes villes jusqu'aux bourgs et villages, des catégories qui sont assises sur les catégories INSEE. Et ce qu'on peut voir, c'est que la dynamique, elle n'est pas la même partout. Déjà, il y a une fracture entre les grandes villes et les bourgs et villages. Indéniablement, la locomotive du vélo en France, eh bien, on la retrouve dans les grandes villes. C'est là où on a les meilleures notes et c'est là où on a les indices de progression les plus forts en termes d'avis citoyens. À l'inverse, eh bien, les bourgs et villages, c'est là où on va avoir les notes les plus faibles et une dynamique contrastée. Alors, stable, voire qui décroît un peu. On est à moins 1% d'évolution de la note en 2025 par rapport à celle de 2021. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, peut-être la catégorie devient un petit peu plus représentative parce que, comme je vous l'ai expliqué avant, on a de plus en plus de communes qualifiées et c'est dans les bourgs et villages et dans les petites villes où on a eu le plus de nouvelles communes qui sont arrivées. Donc, on arrive sur des chiffres qui sont peut-être un petit peu plus représentatifs que les années dernières où on avait surtout les communes, les bourgs et villages motivés qui nous répondaient. Et puis, dans les catégories intermédiaires, on va retrouver les villes moyennes et les communes de banlieue, où là, on a des dynamiques qui sont aussi assez positives et des notes qui sont dans le tableau moyen. Bien sûr, dans l'ensemble de ces catégories, on va retrouver des fractures aussi entre les grandes villes. Et il y a un écart à la moyenne dans ces grandes catégories. Et deuxième grande fracture, c'est ce qu'on peut appeler une fracture géographique, où bien il y a des régions dans lesquelles on va avoir des communes, en tout cas où on a des habitants qui ont des avis bien plus positifs que dans d'autres. Et très concrètement, pour simplifier un peu les choses, on va retrouver un quart sud-est un peu à la traîne, avec des notes des communes moyennes qui sont entre 2,5 et 2,8. Et à l'inverse, une façade atlantique très dynamique avec des avis citoyens plutôt positifs. Donc c'est aussi le fruit de politiques cyclables qui sont ancrées depuis un certain temps, avec des grands itinéraires vélo touristiques, une pression aussi touristique qui vient transformer les habitudes, et puis aussi des enveloppes financières dévolues aux collectivités qui leur permettent d'agir.
Et bien sûr, on va dire en pôle pivot, on va retrouver la région Île-de-France, voilà, à peu près à la moyenne du classement, qui est aussi le creuset bien de réalités territoriales diverses. Alors, voilà pour les grandes fractures. Donc, on n'a que 30 minutes devant nous. Donc, j'ai vraiment grossi le trait. Bien sûr, ces deux choses-là, vous les retrouverez de manière plus détaillée bien, dans les éléments. Donc, je vais vous présenter ensuite territorialisé. Et puis, dans notre dossier de presse aussi, sur lequel on a écrit pas mal sur ces deux sujets. Peut-être vous dire donc, que le baromètre, donc c'est une notation citoyenne. Et là, je vous ai montrer un peu les deux reflets. C'est aussi une carte donc participative. Là, donc, bien sûr, on est aussi très content du nombre de contributions. On a eu plus de 1,1 million de contributions cartographiques. C'est énorme. La moitié, globalement, concerne des points à aménager en priorité sur les territoires. Et ça, c'est vraiment un document super important pour bien préfigurer les diagnostics citoyens dans le cadre des politiques cyclables locales. Alors, de ces points, de cet 1,1 million de points, on s'est amusé, nous, à regarder via notre prestataire, donc qui nous a pas mal aidé sur le sujet de Data for Good. Eh bien, on a lancé des algorithmes cartographiques pour essayer de repérer les concentrations de points et notamment les points les plus problématiques sur le territoire. Et donc, on a pu identifier près de 2500 lieux clés, donc voilà, de clusters, en fait, de concentration de points prioritaires selon les habitants, à aménager en priorité. C'est vraiment les endroits les plus problématiques et qu'il faut pouvoir transformer dans les années à venir si on veut améliorer la dynamique et rendre possible le développement voilà, plus inclusif de la pratique du vélo sur tous les territoires. Et alors, on a regardé, bien sûr, les points les plus problématiques, mais aussi les lieux clés positifs. Là où les habitants nous ont dit, vraiment, là, c'est vraiment super ce qui a été fait. On voit vraiment une transformation dans nos pratiques de mobilité. Donc, on a pu identifier voilà, 930 lieux avec des transformations remarquées. Ce qui peut être intéressant pour vous, c'est que c'est des retours d'expérience bienvenus. Allez consulter la carte, vous voyez un peu ce qui peut être fait et qui est salué par les habitants. Alors, par rapport à ces grands éléments, nous, on tire certains enjeux nationaux et puis on tire le fil aussi, on essaie d'avoir quelques perspectives. Et donc, je vais vous en parler rapidement parce que je vois l'heure qui passe. Mais déjà, le baromètre, à l'échelle nationale, il pose bien, les attentes citoyennes pour demain. Et ce qui est assez étonnant, c'est que quand on a posé la question donc aux 334 000 personnes qui ont répondu, bien, qu'est-ce que vous attendez pour demain qu'est-ce qui vous permettrait de vous mettre sur un vélo ou qu'est-ce qui vous permettrait d'en faire plus? Eh bien, cyclistes et non-cyclistes répondent à peu près la même chose. C'est-à-dire que la première chose, c'est bien, la question des aménagements cyclables, avoir un réseau cyclable complet et sans coupure est la première demande des cyclistes. Chez les non-cyclistes, c'est le premier frein, c'est la sécurité, en fait, la sécurité physique sur les aménagements. Deuxième point qui a apparu, c'est, moi je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi mis en valeur, c'est la question de l'entretien des pistes cyclables et des bandes cyclables. C'est un sujet souvent annexe, traité un peu en file d'attente, mais en fait qui s'avère prioritaire. On a un patrimoine cyclable qui est quand même assez conséquent maintenant. Eh bien, il faut l'entretenir, il faut le moderniser, il faut le requalifier pour les nouveaux usages. Il faut faire de l'entretien hivernal et ça, c'est super important d'avoir ce sujet-là en tête quand on traite de la question vélo dans les collectivités. Et puis la question de la modération de la vitesse. Donc les fameuses zones 30 en ville, la modération à 50 sur des départementales, par exemple, c'est un sujet au cœur des priorités citoyennes. Qui fait écho à la pratique des non-cyclistes où ils considèrent que la vitesse est trop élevée, la vitesse des véhicules motorisés est trop élevée. Voilà pour les priorités. N'hésitez pas à vous appuyer dessus pour défendre parfois le bout de gras en arbitrage. Je
sais que voilà, c'est très complexe parfois d'avoir des arbitrages favorables aux aménagements cyclables. Et donc ça, bien, c'est du pain béni pour vous. Appuyez-vous sur ces statistiques-là. Alors, autre enseignement aussi, la majorité donc, des points rouges, des points problématiques sur les territoires, et bien, les lieux clés, comme on les appelle, eh bien, sont sur les axes principaux des territoires. On a 80% des lieux clés qui sont situés sur des axes régionaux ou principaux des territoires. Les habitants qui sont sur des vélos, ils font comme tous les autres habitants qui sont dans les voitures, ils empruntent les axes principaux des territoires. Ils empruntent les carrefours complexes, ils empruntent les voiries routières parce que c'est là où c'est le plus direct. Et donc, il y a vraiment cet enjeu à aménager au bon endroit, c'est-à-dire sur les axes principaux du territoire, et pas forcément à aller sur des déviations très parfois labyrinthiques, mais vraiment à adresser ce problème des voies principales. Alors, un autre enseignement aussi du baromètre, et donc ça, c'est plutôt un enjeu national pour nous, mais qui est très important, et c'est lié au plan vélo et marche. Vous savez, comme nous, qu'il y a un désengagement financier et des fonds publics qui ont été assez aléatoires depuis 2024. Le baromètre nous a montré qu'il y a un satisfecit citoyen vis-à-vis de l'action de l'État en matière de cofinancement des aménagements cyclables, donc dans le cadre du plan vélo et marche. Pour rappel, il y a 1230 projets qui ont été financés via le Fonds Mobilité Active. Donc, c'est de l'aménagement structurant de plus de 1 million d'euros avec un cahier des charges du CEREMA qui permettait de lever de l'argent, entre 10 et 50% du projet était financé par l'État. Cette action-là, pour l'instant, n'est toujours pas remise à l'ordre du jour, mais produisent des effets sur les territoires et notamment, les habitants émettent un avis 3 fois plus positif par rapport aux aménagements qui ont été financés dans le cadre du plan vélo que les autres aménagements cyclables. Non pas que les autres aient été mal faits, mais c'est que ces aménagements financés dans le cadre du FMA ont permis de libérer des points vraiment très durs. Des carrefours dangereux, des ponts à aménager, vraiment de l'infrastructure structurante qui était nécessaire pour libérer la pratique du vélo. Et nous, ça nous paraît important de remettre un peu ce sujet-là. Oui, les habitants, en fait, voient les effets concrets d'une stratégie, d'une politique cyclable nationale, et en goûtent les bienfaits. Ça, c'est les grandes, on a vu un peu les grandes perspectives en termes de demande citoyenne et de retour d'expérience sur la politique cyclable nationale. Et là, peut-être, c'est le temps, on a les municipales qui sont devant nous, donc ça va être un moment très important pour les politiques cyclables territoriales. Communes et intercommunalités tiennent quand même un bout non négligeable des conditions de déplacement à vélo. Et donc, il nous paraissait important, dans ce cadre, d'apporter quelques réponses. Et le baromètre peut être un outil. Alors, bien sûr, politiquement, il y a des choses qui peuvent se passer, mais aussi dans les services, le baromètre peut être une manière de cranter des projets et d'installer les nouvelles équipes exécutives qui vont arriver dès mars prochain. Et par rapport à tout ce qu'on a pu dire, nous, ce qu'on a pu remarquer et ce que nous ont dit les habitants, en fait, globalement, en fonction du contexte national et du contexte financier qui n'est pas simple, nous, on a identifié 3 grandes actions qui peuvent être intéressantes à développer dans le cadre des politiques à venir des exécutifs communaux et intercommunaux. La première, c'est la question des plans de circulation. Repenser la circulation et requalifier les routes existantes. Ça nous paraît quelque chose de prioritaire qui ne coûte pas forcément très cher. Bien sûr, il y a tout un travail opérationnel autour de ça, mais avec cet angle
sur la circulation, on peut arriver quand même à débloquer des situations sans forcément que ça coûte beaucoup d'argent et en ayant des effets dès 2 ou 3 ans sur la mobilité dans les territoires, que ce soit les territoires de centre-ville, de centre-bourg ou les territoires périurbains ou de territoires ruraux. La deuxième action, eh bien, c'est la question de la vitesse en ville pour les motorisés. Abaisser la vitesse à 30 km/h en ville nous paraît être une priorité au regard de ce que nous disent les habitants. C'est quelque chose pareil du pouvoir de police qui implique pas forcément beaucoup d'aménagement et qui a vraiment des gains sur la pratique du vélo non négligeables. Et c'est quelque chose qu'on peut cranter maintenant sans forcément avoir les subsides de l'État voilà, et d'autres collectivités. Et puis, troisième action, là, qui demande quand même un petit peu plus de moyens et qui demande un petit peu plus de travail opérationnel, notamment sur le foncier ou bien de coordination avec d'autres maîtrises d'ouvrage ou de gestionnaires de voirie, eh bien, c'est adapter et entretenir les aménagements cyclables, que ce soit de l'entretien hivernal ou de la requalification de routes, ça nous paraît prioritaire. Et je vois le temps qui file. Je me permets d'accélérer un petit peu. De toute façon, j'en ai fini pour les grands éléments voilà, les grands éléments nationaux sur le baromètre. Vous retrouverez tous ces résultats un petit peu plus développés donc, dans le dossier de presse que nous avons réalisé pour le 18 septembre dernier, que vous retrouverez sur la plateforme donc, du baromètre vélo, baromètre-vélo.fr. Vous avez un dossier de presse qui renvoie à tous ces éléments-là. Peut-être un élément avant de passer aux aspects plus opérationnels, peut-être dire que le baromètre, c'est bien sûr, alors c'est une enquête, il y a eu du financement, on a été financé par l'ADEME, par le ministère de la Transition écologique. Voilà, il y a un secteur professionnel qui s'est engagé autour du baromètre et des collectivités territoriales. Donc, je dois aussi vous remercier de toute la phase campagne où on a eu pas mal de collectivités qui ont bien relayé sur leur réseau le baromètre vélo. Ça, c'est un grand merci. Mais le baromètre, c'est aussi une campagne associative. On a eu plus de bénévoles surtout. On a eu plus de 800 référents locaux qui ont fait campagne pour le baromètre, qui sont allés tracter, qui ont essayé d'aller rencontrer les commerçants, qui ont essayé de créer un moment vélo autour du baromètre. Et voilà, ça a été un grand moment de joie dans notre réseau. Et puis, ça a aussi été 16 référents régionaux qui ont porté haut en région et notamment auprès des régions eh bien, le travail en courant. Voilà. Et le baromètre a été le moment de créer aussi pas mal d'associations locales. Nous, c'est quelque chose qui est en train d'arriver. Ensuite, des bénévoles du baromètre sont en train de créer des assos. Et voilà. Eh bien, on va passer maintenant donc à la présentation des plateformes, parce que je vous ai dit, voilà, on a des grands résultats, mais le baromètre, c'est avant tout des datas citoyennes qui vous aident, vous, collectivités territoriales, pour eh bien, développer des politiques cyclables. Et alors, très rapidement, le baromètre, donc c'est une première plateforme, le palmarès 2025, qui vous permettra de revenir en fait sur les grandes notations citoyennes données par les habitants. Et on va aller l'explorer juste après. C'est la cartographie participative. Je vous en ai parlé des grands chiffres, mais en fait, vous allez retrouver aussi bien les priorités d'aménagement pour les habitants, les progrès, et puis les besoins en stationnement vélo. Tout ça sur une jolie carte. Et bien sûr, c'est un open data qui vous permet en fait d'avoir toutes ces données et pouvoir les travailler sur Excel, sur des logiciels cartographiques pour eh bien, les inclure dans votre travail d'analyse des priorités citoyennes et de vos améliorations de politique cyclable. Eh bien, sans plus attendre, à moins qu'il y ait quelques questions, on peut en prendre quelques-unes, mais je peux vous présenter la plateforme en détail. Voilà. Oui, très bien, on prendra les questions, je pense, à l'issue. Ouais. Ok, ça marche. Et donc, cette magnifique plateforme, donc baromètre-vélo.fr, ici vous retrouverez donc le dossier de presse ainsi que eh bien l'index communal des notes triées par région.
une petite foire aux questions et vous allez aussi retrouver en fait un dossier sur la valorisation des données du baromètre vélo avec des cas pratiques sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour faire vivre un peu le travail. Donc ça, c'est ce qu'on trouve sur la home page. Et donc, c'est cette fameuse plateforme ici, baromètre-vélo.fr. Et donc, je peux taper le nom d'une commune au hasard. Là, j'ai pris Aurillac, qui vous permet de revenir un peu en détail sur tous les piliers de la note vélo donnée par donc, les 264 contributeurs sur la ville d'Aurillac. Ce qui est assez intéressant dans cette plateforme, c'est que vous allez retrouver donc la note moyenne, le 3,11, mais vous allez retrouver aussi tous les indicateurs, le ressenti global, la sécurité, le confort, en fait, qui sont les sous-thématiques qui ont permis d'avoir cette note globale. Et grâce à ces indicateurs-là, vous allez pouvoir aussi bien avoir un peu un retour sur bien telle ou telle action ou service que vous avez pu mettre en œuvre sur votre territoire. Voilà pour les grands chiffres que vous retrouverez. Donc, c'est quelque chose qu'on retrouve à l'échelle des communes qualifiées. Malheureusement, les communes qui ont moins de 30 contributions pour les villes de moins de 5000 habitants et 50 contributions pour les villes de plus de 5000 habitants ne figurent pas sur cette carte. Parce qu'on a pris le parti de ne pas donner une note citoyenne vélo à une commune s'il n'y avait pas assez de répondants. S'il n'y a que 5 cyclistes qui ont donné une réponse sur leur commune, on considère que ce n'est pas assez pour que la note soit fiable. Et donc, c'est pour ça qu'on a mis des critères un peu de fiabilité. Voilà pour cette première plateforme. Et donc, on a cette seconde plateforme ici, la carte des points prioritaires, voilà, qui nous emmène directement à Aurillac et où vous retrouverez eh bien, nos fameux lieux clés, nos fameux points problématiques et les points où il y a eu des réels progrès, ainsi que les besoins en stationnement. Et ça, c'est des données qui peuvent être intéressantes, alors que c'est pas seulement sur les communes qualifiées que vous allez retrouver ça, mais aussi sur les communes non qualifiées, enfin là où il y a eu des contributions. L'innovation de cette année, donc c'est ces fameux lieux clés dont je vous ai parlé, mais aussi le fait que on peut y retrouver des commentaires. Et ça été une demande récurrente pendant les éditions, et bien de pouvoir qualifier en fait ces points rouges, ces points verts. Qu'est-ce que nous disent les habitants au-delà juste d'une petite puce? Et bien là, on a cette possibilité qui est donnée de retrouver les commentaires. On a essayé de trier le bon grain de livret, donc on a essayé d'exfiltrer quelques commentaires qui nous paraissaient pas à propos, mais l'essentiel, y sont. Et troisième chose, les données en open data, donc que vous retrouverez, donc là, pareil, en cliquant ici, je tombe tout de suite sur les données que je vous ai présentées, et donc globalement, ça donne ceci. C'est un fichier, donc vous retrouverez une notice qui vous détaillera un peu l'ensemble des données et puis les données, par exemple, cartographiques que je vous ai présentées. Typiquement ici, pour Aurillac, vous avez l'ensemble des données cartographiques. Donc il faut savoir manier QGIS ou des logiciels de cartographie, mais qui permettent voilà, d'avoir un accès aux commentaires et puis tout un jeu donc, de sélection numérotée de communes et de PCI. Voilà, et puis les données, bien sûr, en Excel, ici, nous avons donc que la commune d'Aurillac qui a été qualifiée sur l'ensemble de l'EPCI Aurillac, mais vous retrouverez donc à l'échelle de l'intercommunalité, du département et de la région, eh bien, l'ensemble des données, ainsi que les réponses des contributeurs et des contributrices. Voilà pour cette partie. Je suis dans les temps clairs, Paul? C'est parfait, oui, c'est parfait. Ok, super.
Merci beaucoup Axel pour cette présentation. Donc il y a une question dans la conversation, n'hésitez pas à écrire les questions que vous avez et puis là il y en a une première donc que je vais lire de la part d'une Comcom de la Corse que je ne veux pas lire, je vais écorcher, mais en tout cas la question est: l'augmentation du nombre de réponses bourg-village a-t-elle également un lien avec la baisse du nombre de réponses minimum qualificatives? Donc qui est passé à 30, c'est ça? Oui, complètement. Il y a vraiment un lien entre cela. Alors, ça venait d'une frustration de 2021, c'est-à-dire qu'on a eu énormément de communes des territoires ruraux qui étaient à ça de la contribution, à ça de la qualification, qui étaient à 30, 40 contributions. Et donc, il y a eu cette décision stratégique de la FUB, hein, de faire en sorte d'avoir une meilleure expression, une meilleure représentativité de ces territoires ruraux et des petites villes, et donc d'abaisser le seuil de qualification. Il y a moins de personnes habitantes dans les territoires ruraux, dans ces communes, et donc du coup, il y a moins de cyclistes, et donc on s'est permis de baisser de ce seuil. Voilà. Mais il ne faut pas quand même oublier qu'il y a une vraie appropriation aussi du vélo dans les territoires. Ce n'est pas qu'une question méthodologique. Les chiffres de la PNF, par exemple, nous montrent qu'il y a une explosion de la pratique dans les territoires ruraux et périurbains depuis décembre 2019. Et c'est un phénomène qu'il faut pas, qui n'est pas que méthodologique. Ok, très bien, merci beaucoup. Je vois une main levée, donc je vais débloquer votre micro. Hop. Donc, comme Val de Saintonge, si vous voulez débloquer votre micro, vous êtes en capacité de le faire pour poser votre question directement à l'oral. Non, ça ne fonctionne pas. En tout cas, on ne vous entend pas. Et ça doit être un complément de question de la part de la Comcom qui a posé la question. Ok. Hop, je débloque le micro Comcom Pieve Ornano Taravo. Je ne sais pas comment prendre l'accent, mais en tout cas, votre micro est débloqué. Ok, on va passer à la suite parce que j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à débloquer votre micro. Donc on va passer à la suite. Ce qu'on vous propose à ce stade du webinaire, c'est qu'on va passer sur une activité de pratique. Donc on va vous proposer un board dans le chat sur lequel vous êtes normalement en capacité de cliquer et d'accéder directement au board. Et puis, dès que je vous verrai arriver, je vais pouvoir ouvrir l'activité par laquelle on va commencer. Donc, je vous laisse cliquer sur le lien dans la conversation. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à vous connecter. Oui, je vois que vous commencez à arriver. OK. Donc, pour celles et ceux qui commencent à arriver, on va pouvoir cliquer sur la zone 2 qui s'appelle baromètre, sur laquelle vous voyez une carte avec des points de stationnement. Alors, je vous laisse cliquer pour celles et ceux qui souhaitent accéder au board. Donc, le lien est dans la conversation. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que vous avez donc une carte avec des points de stationnement qui sont issus donc, du baromètre 2025. Et ce qu'on va vous proposer de faire, c'est pendant les 2 premières minutes, sur la base de ce que vous voyez sur cette carte, de positionner à l'aide des petites gommettes qui se trouvent en dessous, de positionner des hypothèses que vous vous faites
par rapport à ce que vous voyez. Donc, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des points éparpillés qui peuvent refléter tel ou tel besoin en manque de stationnement résidentiel, par exemple, vous pouvez positionner des gommettes, et ainsi de suite, selon les thématiques. Donc, on va prendre 2 minutes pour faire cet exercice de placer des gommettes selon les hypothèses que vous pouvez faire sur cette carte. Donc, je lance un minuteur de 2 minutes et je vous laisse travailler à l'identification d'hypothèses sur la carte. Normalement, il n'y a pas de code d'accès. En cliquant sur le lien, vous devriez pouvoir accéder directement. Pour vous retrouver sur le board, n'hésitez pas à regarder sur le volet sur la droite. Vous avez une petite vignette baromètre. Vous cliquez dessus, vous arriverez sur l'activité en question. Exactement. Alors, attendez, vous me dites que vous avez besoin d'un compte. C'est... Alors, donc, le temps est terminé. Je vois que un bon nombre d'entre vous ont réussi à se joindre. Donc, et certains d'entre vous me disent qu'il leur manquait un code. Ok, très bien. Ok, donc là, je vous laisse regarder sur les différentes hypothèses que vous avez pu faire. Il y a pas mal effectivement de personnes qui ont identifié de l'intermodalité à l'endroit où il y avait les rails, donc ça, on va dire que c'était l'idée qui venait en premier, donc c'est assez rassurant. Après, il y a effectivement des hypothèses sur des lieux de service public, donc aux endroits où il y avait la zone notamment de demande de stationnement. Mais à ce stade, c'est vrai qu'il faut faire on va dire des hypothèses sur la base d'une construction de communes un petit peu qu'on essaye de supposer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer sur le passage 3, donc qui se trouve juste à la droite. Et on va réfléchir ensemble quelles données il vous manquerait pour pouvoir compléter votre compréhension des hypothèses. N'hésite pas, Axel, oui, si tu veux compléter. Merci Claire. Peut-être dire que dans la répartition des points, parce que nous, on a passé 3 mois à regarder ces points, que ce soit sur les besoins en stationnement, sur les besoins, donc les priorités d'aménagement ou les points verts, on retrouve à chaque fois à peu près cette distribution-là, c'est-à-dire des grands pôles dans lesquels on va avoir une concentration de points assez importante. Et puis après, cette distribution un peu au cas par cas, voilà, avec peut-être pas forcément la majorité des points, mais qui sont un peu distribués partout dans la ville. Voilà. Voilà la petite précision sur cette bel éventail de points. Super, merci beaucoup. Donc sur la zone 3, je vous invite à aller sur la zone 3 du board.
Donc sur la base de la première tentative d'explication qu'on a pu faire, je vais vous inviter donc à écrire dans un post-it quel type de données il vous manquerait et quel type de source vous pensez pouvoir utiliser pour obtenir ces données. Donc vous pouvez les placer librement vos post-it ici. Et à titre d'exemple, on a fait l'exercice sur la base de l'emplacement des pôles générateurs via tout simplement Google Maps, que ni Paul ni moi n'avons jamais été dans cette ville que nous analysons. Donc sur la base juste de Google Maps, on est allé s'amuser à identifier des pôles générateurs, ce qui vous donne la carte qui est juste au-dessus et qui permet déjà de visualiser et de confirmer ou infirmer certaines hypothèses qu'on avait pu faire sur la carte numéro 1. Donc là, sur la base de ça, quel autre type de données vous aimeriez avoir, par quelle source? Et ça, je vous invite donc à l'écrire avec les post-it en dessous. On va prendre 2 minutes de nouveau. Encore 40 secondes pour poster ici des données qui vous manqueraient et où est-ce que vous pensez pouvoir aller chercher ces données, si vous avez déjà des idées de sources. Ok, donc merci beaucoup. Donc je vois pas mal d'éléments effectivement qui sont à la fois sur les pôles générateurs, il y a effectivement il y a du Google Maps pour aller chercher ces pôles générateurs. Il y a Géoportail, Orthophotoplan, que moi personnellement je connais pas, mais je serais curieuse d'aller voir à quoi ça ressemble après. Donc les types d'établissements qui j'imagine sont en lien, je ne sais pas si c'était scolaire ou pas, mais en tout cas c'est effectivement des types de pôles générateurs. Ok, des éléments de parking, d'aire de covoiturage, donc sur le côté éventuellement un peu intermodalité. Donc ça, c'est plutôt présence de stationnement sauvage, observation terrain, accidentologie, donc de l'observation finalement d'événements qui peuvent se passer. Il y a des notions de fréquentation. Donc tout ça, on va dire, c'est des informations qui sont très intéressantes à exploiter et qui donnent des informations pour compléter aussi les points noirs, les points verts dont Axel nous a parlé, tout ce qui est accidentologie, etc. Zonage secteur sauvegardé, ouais, ABF. Donc effectivement, qui vont permettre d'expliquer ou de structurer ou en tout cas d'enrichir votre réflexion. Et n'hésitez pas à partager, voilà, il y a des personnes, donc OpenStreetMap, Orthophotoplan. N'hésitez pas à partager si vous avez d'autres sources que vous connaissez et qui peuvent être utiles à vos collègues en termes d'exploitation.
Moi, je vais aussi révéler, on avait mis quelques petites idées de notre côté que je vous proposerai aussi. Et ce qu'on a fait, c'est que vous voyez que sur cette base-là, simplement avec les points de stationnement et les pôles générateurs, on a déjà une partie de l'explication. Et effectivement, si on arrive à enrichir, à aller chercher ces données, ou en tout cas une partie des données que vous avez données, des données que vous avez proposées, on peut enrichir. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé simplement, sans bouger de notre chaise avec Paul, sans aller dans cette ville qui est Aurillac, quelles sont finalement les infos qu'on peut facilement trouver une fois qu'on a le baromètre plus Google Maps ou OpenStreetMap plus Google Street View ou assimilé et GeoVélo pour voir les emplacements. On peut visualiser, ici on voit qu'on a de la demande de stationnement, pourtant il semble qu'il y en a déjà, donc ça donne des pistes déjà sur est-ce que le stationnement n'est pas visible, est-ce qu'il est souvent plein, est-ce qu'il n'est pas accessible aux personnes qui viennent simplement prendre le train de manière occasionnelle. En tout cas, ça génère des questions, des choses qui sont nécessaires d'enrichir avec ce qu'on disait, des enquêtes mobilité, éventuellement des réponses qualitatives qui ont pu être données dans le baromètre. Donc tout ça, en fait, on voit que ça permet de croiser des informations et de donner des pistes de solutions. Et l'avantage, c'est comme vous êtes sur le terrain de votre collectivité, c'est autant de matière que vous allez pouvoir apporter à votre réflexion. Le fait de pouvoir voir ce que nous, on est allé chercher avec Google Street View, vous avez l'opportunité d'aller faire du comptage, d'aller vérifier voilà, le taux d'occupation de telle ou telle box vélo sécurisée qui est à la gare, etc. Et en croisant quelques sources, vous allez réussir à trouver des pistes d'explication de pourquoi à tel endroit il y a un besoin de stationnement, alors même qu'on voit qu'il y a 10 places. Donc ça va vous permettre de mener des réflexions. Et l'avantage du baromètre, et notamment en prenant la piste du stationnement comme premier axe de travail, ça peut être notamment on va dire, d'engager la conversation avec vos interlocuteurs locaux, vos élus locaux, vos partenaires internes et externes, aux parties prenantes, sur un sujet qui crispe moins que des points noirs, des points d'accidentologie, etc. Ça va être un sujet un petit peu plus doux, un petit peu plus factuel, qui va vous permettre de commencer la réflexion et de pouvoir intéresser vos interlocuteurs sur cette notion de baromètre. Donc n'hésitez pas, Axel ou Paul, à compléter sur cette base de travail ou bien à réagir sur les données que nos participants ont écrites. Pour ma part, tu as tout à fait bien présenté la situation et on voit que en 1 ou 2 heures de travail, ce qu'il est possible de faire sur une commune sur laquelle on n'a jamais été. Donc, d'autant plus que sur la dernière image, on n'a pas pris en compte tous les retours qu'on aurait pu extraire de la base, du baromètre, notamment sur les commentaires, qui auraient permis d'éventuellement analyser si le stationnement il est en bon état, s'il est bien entretenu, s'il est suffisamment qualitatif ou pas. Et donc, rien qu'avec simplement des photos extérieures et de la donnée géolocalisée, on peut déjà faire un premier jet d'analyse. Et du coup, Peut-être ajouter sur la question du stationnement et comment il peut être, le baromètre peut être un outil. Déjà dire qu'il y a des grands enjeux, on va dire, en ce moment, il y a les services express régionaux métropolitains, il y a le sujet de l'intermodalité qui est quand même, qui prend de la puissance depuis des années dans le champ des politiques publiques de transport. Donc, vous pouvez tout à fait arrimer, voilà, le baromètre vélo à eh bien, ces projets-là que vous pouvez mener dans vos territoires. Peut-être dire aussi que les associations, donc que ce soit les collectifs vélos régionaux ou nos associations locales, ont l'habitude de travailler en lien avec les collectivités territoriales sur ces données du baromètre. Par exemple, le collectif Vélo Île-de-France ou le collectif Vélo Pays de la Loire ont travaillé à de la réutilisation des données du baromètre dans le cadre des sujets intermodalité avec la région et des intercommunalités sélectionnées. Donc, ça peut être l'objet aussi de créer un vrai dialogue sur cette question de l'intermodalité
Et n'hésitez pas, voilà, si vous avez envie de travailler sur le sujet, nous, on a bien sûr des équipes qui peuvent accompagner et structurer ces échanges. Merci beaucoup. Il y a une question du coup qui est apparue dans le chat qui est la double question. Je crois que quelqu'un voulait poser à l'oral. Comment réussir à motiver, convaincre les élus d'embarquer sur le baromètre? Et ensuite, il y a un détail d'un cas de figure si le nombre de réponses est pas atteint ou bien si la note est trop, on va dire, rouge. Sur cette notion d'embarquement des élus. Et est-il prévu de faire évoluer les couleurs de remplissage et les résultats pour valoriser les communes qui récoltent des réponses mais peut-être pas suffisamment pour être notées? Voilà, il y a pas mal de choses dans la question, donc si tu veux commencer. Il y a beaucoup de choses. Voilà, il y a pas mal d'aspects, peut-être juste pour dire que déjà, oui, le baromètre, ça sanctionne une politique, positivement ou négativement, mais c'est un bilan citoyen et on donne la parole aux habitants. Donc, oui, quand c'est mauvais, on le dit, et ça crée peut-être bien de la frustration chez certains élus, mais pour aller vers le mieux. Et puis quand c'est bien, les habitants nous le disent aussi. Donc pour l'instant, on reste quand même dans cette logique et bien d'avoir ce bilan-là, ce bilan citoyen. Peut-être dire, et là c'est un vrai sujet, c'est l'embarquement des élus. Comment on fait pour embarquer, mais plus largement, embarquer pas forcément sur juste la campagne du baromètre qui est un des éléments d'embarquement des élus, mais comment on fait pour les embarquer sur toute la politique cyclable. Et ça, en 20 secondes, ça va être difficile de développer quelque chose là-dessus, mais peut-être dire que c'est une conviction. En gros, il faut travailler des éléments de langage qui ressemblent à votre territoire. Vous êtes dans un territoire, par exemple, touristique, eh bien, mettez en valeur tous les arguments socio-économiques sur un touriste à vélo, c'est 70 € de retombées sur le territoire. L'idée, c'est de pouvoir aussi montrer en quoi le vélo répond à des enjeux territoriaux qui se posent et qui sont plus larges que simplement mettre des gens sur des vélos, mais qui ont attrait aux questions environnementales, aux questions économiques, aux questions sociales. Et je pense que c'est sur ce large tableau qu'on arrive à embarquer les élus sur la question du vélo. Voilà. Okay. Super, merci beaucoup. Il y a une question de Barbara qui demande comment trouver le référent régional. Je vais Alors, on a des adresses mail, donc c'est sur le site de la FUB, c'est les collectifs vélos régionaux. Mais si vous avez des demandes, j'ai un collègue qui s'appelle Landry Guillot qui travaille à l'animation de réseau. Et donc, du coup, vous pouvez m'envoyer la question et je redonnerai ça à l'animation de réseau qui pourra vous aiguiller vers la meilleure des questions, des contacts. On a 590 associations, donc on les connaît pas toutes et tous par cœur, mais en tout cas, pour être tout à fait simple, il y a donc sur le site de la FUB, vous avez une carte avec l'ensemble des adresses génériques des 590 associations vélo qu'on essaye de tenir à jour. Mais si vous ne trouvez pas votre bonheur, envoyez-moi un mail directement. Merci beaucoup. Il y a une question donc de la Comcom Val de Saintonge. Est-ce qu'il serait possible de donner accès aux points, donc les points entre guillemets les points noirs, donc c'est-à-dire les points rouges, verts et bleus des communes non qualifiées. Donc même s'il n'y a pas assez de points, les commentaires peuvent permettre de qualifier une situation. Alors ces données, elles sont disponibles en open data, donc sur la plateforme du baromètre. C'est vrai qu'elles ne sont pas disponibles pour des basses raisons de système informatique sur l'open data. Et ça, on a des difficultés, on ne pourra pas forcément les donner. Sur l'open data, par contre, on se dit que globalement, sur les communes non qualifiées, c'est quelques points. Et donc, en fait, c'est possible de juste les redispatcher. Si vous avez 5 points sur une commune non qualifiée, bon, c'est possible de les recopier, on va dire, sur un logiciel de cartographie. C'est pas une manip qui prend longtemps. Ok, ça marche. Et ensuite, il y a une question de Emmanuel qui dit on peut télécharger des données pour une ville réponse par réponse, mais y a-t-il moyen de télécharger directement les moyennes pour chaque question?
Alors, les moyennes pour chaque question, c'est vrai que ça n'a pas été le parti. Là, l'idée, c'était rester dans des sous-thématiques synthétiques. Voilà, et la mission, voilà, c'est un peu ce qu'on a pour l'instant. Par contre, il me semble que c'est possible de reconstituer ça en fonction des réponses, donc des contributions à la personne. Donc en fait, vous avez un tableau avec les 1000 contributions, par exemple, et donc vous pouvez reconstituer les notes à la commune pour chaque question. Voilà, c'est une petite magouille statistique, mais ça peut le faire comme ça. Voilà. Ok, merci. Je crois que j'avais pris toutes les questions. Si vous n'avez pas d'autres questions pour Axel, si, Loïc, qu'est-ce qui explique que la note globale du baromètre de cette année, 3,09, soit plus élevée? On observe en effet qu'après avoir dépassé 3 en 2017, elle avait connu une baisse avant de remonter. Eh bien, ça, c'est assez multifactoriel, en fait. Cette note-là, le produit de la vie citoyen, on aurait tendance, l'hypothèse qu'on pose, nous, c'est que, c'est lié aussi à cet engagement, des collectivités territoriales, de l'engagement de l'État autour du développement, d'un système vélo depuis la dernière édition. On a un patrimoine d'aménagement cyclable qui a augmenté. On était à 40 000 km d'aménagement cyclable sécurisé en 2017, il me semble. Aujourd'hui, on est à 63 000 km d'aménagement cyclable sécurisé partout en France. Donc voilà, il y a des choses. Les services vélos, pareil, il y en a de plus en plus. On a une ingénierie territoriale qui se met en œuvre. Donc c'est ce reflet-là, je pense. Voilà. Ok, merci beaucoup. Donc, je vois plus de nouvelles questions dans le chat. Donc, je vais proposer à David Dimambro de prendre la parole pour nous faire donc un retour d'expérience sur la commune de Carpentras et Aubignac. David, oui. Bonjour. Bonjour. Très bien. Bonjour. Donc, je vais partager mon écran si vous voulez bien. Oui. Merci à toute l'équipe de l'ADEME. Merci évidemment aux collègues de la FUB là, de nous avoir mis à disposition cet outil qui est le baromètre vélo. J'en profite aussi pour remercier Robert Lory qui est notre référent local. Donc, je vais vous expliquer comment le baromètre vélo est devenu l'élément déclencheur pour lancer une démarche d'écomobilité sur une commune de 6 000 habitants. Je suis à vous. Voilà, c'est parti. 6 000 habitants, je pense qu'on est classé dans la catégorie bourg. Et donc, voilà, je suis David Dimambro, chargé de mission vélo à la ville de Carpentras. Et je suis aussi également président de l'association Vélo et Mobilité 84 et référent du baromètre vélo et habitant d'Aubignan. Donc, vous allez voir comment les deux casquettes vont s'articuler dans cette présentation et comment moi, dans la démarche, j'ai pu jongler du coup avec les deux. Aubignan est une commune du comtat venessin. C'est dans le département du Vaucluse et c'est dans la région sud. Et donc, par rapport aux résultats du baromètre vélo sur le plan national, vous avez bien pu remarquer que la région sud a beaucoup de travail et beaucoup on va dire, un certain retard à rattraper par rapport à d'autres régions qui sont beaucoup plus avancées. Donc, le comtat venessin, c'est environ 26 communes. Et donc, nous sommes reliés à la commune centre, à la ville centre, qui est Carpentras, avec ses 30 000 habitants. Donc, par une route départementale, 5 minutes en voiture, et également par une voie verte, la Via Venetia, 20 minutes en vélo. Donc, il y a effectivement sur le comtat venessin une communauté de communes qui a élaboré un schéma directeur vélo en 2019. Et Aubignan est bien sûr intégré à ce schéma directeur vélo. Pour la campagne de communication, de mobilisation des habitants, eh bien voilà, moi je me suis saisi du baromètre vélo parce que j'avais déjà travaillé sous l'ancien format qu'on appelait encore baromètre des villes cyclables. Et du coup, je trouvais ça plutôt pertinent
de me lancer sur mon village avec cet outil. D'autant plus que sur Carpentras, on a un collectif vélo avec environ 300 sympathisants qui se sont aussi emparés de ce sujet-là. Et donc, sur la campagne de communication de mobilisation, on est resté à peu près pendant une longue période sur un nombre d'environ 10 contributeurs. Ça ne bougeait pas, ça stagnait. Et 15 jours avant la date butoir, eh bien, voilà, j'ai un peu forcé ma communication essentiellement sur les réseaux sociaux. J'ai changé un petit peu d'argumentaire. J'ai pris des éléments de comparaison avec d'autres communes. Et au final, on est arrivé à 80 contributions, ce qui fait que la commune a été donc qualifiée. Je précise également que Carpentras a pu être qualifié avec donc ses 30 000 habitants, mais avec une participation d'un peu moins de 200 contributeurs. Voilà. Donc, suite à la qualification, moi, j'ai fait la démarche d'aller rencontrer l'équipe municipale et le maire, que je connais plutôt bien. Et ils ont été plutôt ravis, ils ont été à la fois surpris, mais à la fois ravis. Et très rapidement, voilà, je leur ai expliqué qu'il y avait cette possibilité de lancer une démarche de comobilité. Et du coup, voilà, on a eu le feu vert et on a posé une date qui a été le 23 septembre pour organiser une réunion publique avec une invitation pour les contributeurs. Mais moi, j'ai souhaité quand même aller à l'essentiel en proposant aussi à des associations locales, notamment le collectif vélo de Carpentras, qui s'intitule Collectif vélo de Carpentras et alentour. Plus aussi les acteurs de la communauté éducative. Ça me semblait plutôt pertinent parce que j'avais eu l'occasion de rencontrer aussi les deux directrices de l'école d'Aubignan et vous allez voir dans ma présentation que ça va être un axe fort. Voilà. Sur le concept ville éco-sensible, ville éco-mobile, eh bien, c'est venu tout simplement à l'issue de cette réunion. Et du coup, moi, je vous propose une présentation qui est en format un peu storyboard. J'essaie de vous immerger dans le… Enfin, de faire un travail d'immersion plutôt par rapport à la réunion de présentation que l'on a eue le 23 septembre. Et donc, ce qui était important pour nous, c'est que cette démarche puisse s'inscrire dans le temps et dans la continuité, et qu'elle participe d'une certaine façon à l'histoire du village, à l'identité vélo du village. Et donc, à l'époque de la photo que vous voyez là, eh bien, on a un événement populaire, vélo, une course d'endurance, et on a 2 vélocistes à l'époque. Donc, je trouve que c'était plutôt intéressant parce que dans le public que l'on avait dans la salle, eh bien, on avait aussi des personnes âgées. Et parmi ces personnes-là, on a aussi des descendants de ces personnes qui étaient vélocistes ou qui étaient sur les courses d'endurance qui étaient proposées à cette époque. Sur ce slide-là, dans la présentation, on a tout simplement souhaité mettre l'accent sur le fait que la commune, l'équipe municipale, avait bien pris en compte le sujet vélo. Donc, il n'est pas question là, par rapport aux photos que vous voyez, d'apporter un commentaire qualitatif. Bien sûr, vous êtes des professionnels, vous pouvez tout de suite voir ce qui va pas. Là, pour le coup, simplement de dire, à ce stade-là, il y a un certain nombre d'aménagements et d'équipements qui sont en place. Bien entendu, à la suite, eh bien, il sera certainement pertinent de réinterroger ces aménagements-là. 2018, avec un collègue habitant de la commune, très impliqué sur le vélo, on a lancé un certain nombre d'opérations, d'acculturation, on dira, avec des petits événements qui ont été organisés, et on a lancé ce concept de ville ambassadrice du vélo. Alors, c'est un peu pompeux, mais il faut savoir qu'on est entouré de villes comme Bédouin, comme Malocène, qui sont au pied du Ventoux. Et donc, si je dis le mot Ventoux, bien sûr, vous pensez à Tour de France. Le Tour de France est passé cet été, le Tour de France masculin. Le Tour de France féminin va repasser et fera l'ascension du Ventoux. Et donc, effectivement, on est sur un territoire très marqué par la pratique du vélo, le vélo sportif et le cyclotourisme. Voilà. Donc, ces 2 événements ont aussi permis la création d'un collectif d'habitants plutôt sensible à tout ce qui est environnement. Et ce collectif a été aussi à l'origine de la création d'un pédibus. Donc, durant la période Covid, eh bien, il y a eu cette proposition qui a été faite
Alors malheureusement, le Pédibus a duré une année, donc ça s'est un peu essoufflé, ça s'est arrêté. Néanmoins, voilà, ça a eu le mérite d'exister. On sait comment faire, on a le savoir-faire. Peut-être que pour une autre occasion, on aura la possibilité de relancer. On avait aussi un vélociste très innovant. Donc, ça nous faisait effectivement un point de proximité avec son atelier. Il y avait une petite terrasse devant son atelier et son lieu de vente. Donc, ça nous permettait effectivement de nous retrouver. Et puis, c'était un garçon qui était extrêmement novateur. Et voilà, il a proposé un certain nombre d'événements festifs, sportifs et populaires. Malheureusement, l'activité s'est aussi arrêtée. Voilà, par rapport aux vicissitudes de la filière économique vélo. Le dispositif Petite Ville de demain, c'est important pour nous parce que c'est un dispositif qui est porté par la COV, qui a l'ambition de rénover les centres anciens, de réaménager les centres anciens. Et pour la démarche d'écomobilité qu'on a lancée, il n'est pas question de venir contrarier ce projet-là, puisqu'on a eu un atelier participatif en avril, avec le bureau d'études, et on a clairement tout de suite positionné le sujet vélo, enfin le sujet mobilité, plan de circulation sur cet espace-là, les espaces que vous voyez à l'écran. Et donc, le soir, le 23 septembre, où on a eu la réunion publique, on avait bien sûr des représentants de la communauté de communes, et notamment la technicienne qui porte le dispositif Petite Ville de demain. Voilà, donc là, on arrive au moment où on rentre dans le vif du sujet par rapport au baromètre vélo. Donc, dans la présentation, je ne l'ai pas fait là, j'ai un petit peu édulcoré, mais il y avait quand même des supports de type vidéo, Jérôme Zindi, Sten Van Ostoren aussi, qui présente les avantages d'aménager l'espace public. Donc, tout ça pour rendre un peu plus vivant la présentation. Et de façon aussi à amener avec nous un peu ce public-là. Alors, on avait à la fois des personnes qui étaient, on va dire, acculturées, mais on avait aussi des personnes qui étaient complètement nouvelles sur le sujet. Donc, Aubignan et Carpentras, sur le compte Venessin, ce sont les deux seules communes qui ont été qualifiées au baromètre vélo sur les 26 communes. Alors, c'est un sujet, je ne vais pas le développer là, mais c'est un sujet qui fait quand même beaucoup parler. Juste pour information, lundi, j'ai rendez-vous avec le collectif vélo. Donc là, je reprends ma casquette pro avec mon élu et on va aborder la question du baromètre vélo côté Carpentras. Et du coup, vous voyez, ça me permet de changer un petit peu de rôle, de me placer d'un côté à la place du côté des contributeurs, de ceux qui veulent faire avancer la stratégie cyclable d'un point de vue habitant et de l'autre, voilà, d'un point de vue professionnel. Donc, sur la présentation de ce résultat-là, moi, ce que j'ai fait, c'est une démonstration. J'ai amené avec moi le public de façon à ce qu'il puisse s'emparer de cet outil, qu'il puisse faire les mêmes manips, qu'il puisse cliquer, zoomer, regarder les commentaires, apprécier la note avec les différentes composantes, hein, les différents critères. Et quand on l'a fait en direct, eh bien, on s'est aussi rendu compte qu'il y avait des annotations, des points qui étaient perfectibles. Notamment, on avait des points qui étaient sur des zones d'habitat. Il y avait des commentaires qui étaient très approximatifs. Par exemple, de mon souvenir, il y avait vitesse. Donc, pour ce premier temps, cette première approche, je n'ai pas souhaité aller beaucoup plus loin dans le détail. Mais il y aura un deuxième temps, et ça, on le verra après. Voilà, alors, effectivement, en travaillant sur Carpentras, j'ai la possibilité, voilà, de pouvoir commencer à poser les bases, un cadre, mettre de la cohérence dans la démarche. Et donc, j'ai fait des propositions d'une stratégie cyclable. Et dedans, effectivement, on va retrouver un petit peu les grands piliers d'une stratégie, en sachant que pour nous, ce qui va être important, c'est de travailler sur le caractère cyclable, parce qu'une commune de 6 000 habitants avec un budget d'investissement un peu contraint, ça va être compliqué. Et travailler sur les pôles générateurs de mobilité, ça va être beaucoup plus intéressant pour nous, et notamment par rapport à l'école, c'est ce que l'on va voir. Voilà. Donc, je ne vais pas décrire tous les axes là, mais vous devez reconnaître certains items. L'école, effectivement, c'est un pôle générateur de mobilité, l'école d'Aubignan, l'école de la Garenne, école maternelle, école primaire, 540 élèves. Donc, c'est la plus grosse école du département du Vaucluse.
Voilà. Donc, effectivement, il y a une rue scolaire qui a été mise en place pour pouvoir tenir à l'écart les véhicules qui arrivent en masse autour de cette école. Et néanmoins, à l'intérieur de l'école, il se passe des choses intéressantes puisqu'il y a des cycles vélos. Et j'utilise ce terme-là volontairement parce qu'effectivement, par rapport au savoir rouler à vélo, il y a encore des éléments à raccrocher pour pouvoir être vraiment sur un cycle, sur un savoir rouler à vélo, bloc 1, bloc 2, bloc 3. Mais néanmoins, il y a du vélo. Les enfants utilisent leur propre vélo. Et donc là, ils ont été aussi moteurs pour proposer des séjours itinérants à vélo. Et ce qui est aussi intéressant, c'est l'autre volet, c'est-à-dire que Aubignon est connecté avec Carpentras, et ça m'intéresse. C'est-à-dire que l'école est, vous voyez sur le petit graphique qui est à droite, donc, et celui du milieu, donc avec les effectifs de l'école d'Aubignon, eh bien, le collège Raspail, qui est le collège du secteur, est alimenté en masse par les élèves d'Aubignon. Donc, comment se déplacent les élèves du village au collège? Eh bien, voilà, c'est un sujet sur lequel on va pouvoir travailler. Donc, pour convaincre les équipes pédagogiques, les enseignants, les directions, mais aussi les parents d'élèves que je dois rencontrer demain, puisque j'ai eu un coup de fil ce matin de l'adjointe au maire qui m'a dit que du coup, on allait rencontrer les RPE, les représentants des parents d'élèves. Et du coup, on va leur présenter ça, c'est-à-dire qu'est-ce que nous, on a fait sur Carpentras, qui peut être pris en exemple, avec un savoir-faire. Et donc, voilà, pour la maternelle, on a cet exemple-là, donc sur l'école des Croisières, en sachant qu'aujourd'hui, on a 4 écoles maternelles sur Carpentras qui prennent le relais sur des cycles draisiennes. Et puis, sur l'école primaire, eh bien, on a travaillé sur le secteur sud de Carpentras avec un quartier politique de la ville, une école de secteur qui est l'école François Jouve. On a fait une formation de savoir rouler à vélo et on a aussi proposé un certain nombre de temps forts durant l'année scolaire avec des points forts durant mai à vélo. Voilà. Donc, ce sont aussi des exemples qui peuvent dire aux équipes pédagogiques, ben voilà, il y a un savoir-faire, on peut reprendre certaines choses qui nous intéressent, on peut en laisser d'autres de côté, et ça va être plutôt pertinent de pouvoir justement travailler sur cette articulation entre Aubignon et Carpentras. Alors, tout ce travail-là a été récompensé la semaine dernière à l'occasion des lauréats des talents du vélo 2025. Et là aussi, encore une fois, ça permet d'apporter de la confiance, de dire, ben voilà, ce travail-là a été récompensé, ben voilà, on peut avancer avec cette équipe. Ce qui est important aussi avec les participants à la réunion, c'est de leur expliquer, que ce soit les habitants, les contributeurs, les techniciens, les élus, les personnes en responsabilité, communauté éducative, circonscription du premier degré de Carpentras, les principales de collège, voilà, c'est de dire il y a une architecture projet. Et dans cette architecture de projet, eh bien, on essaie vraiment d'avoir une vision globale. Et donc, on met tout le monde au même niveau. Et on va essayer d'avancer, de travailler ensemble avec un groupe projet vélo. On a souhaité aussi, durant cette réunion, avoir un témoignage. Et du coup, on a un habitant de la commune qui est photographe et qui nous a fait un reportage vidéo. Et vous pouvez retrouver ce reportage. Moi, je vous invite, après cette présentation, d'aller voir. C'est sur YouTube. C'est sur la chaîne de Vélo Mobilité 84. Et vous verrez les témoignages et comment, justement, dans ces témoignages-là, à la fin du reportage, comment elles ont repris un petit peu les éléments que j'avais pu présenter durant cette réunion publique. Vous avez la liste sur la gauche des personnes qui ont contribué, qui étaient présentes. Bien sûr, j'en profite aussi pour remercier par rapport aux documents vidéo que j'ai pu utiliser pour animer, pour mettre un petit peu de vie dans la réunion publique. Voilà. Et donc, le but du jeu, c'est de repartir, et donc ça sera le 2 décembre, à 18h pour une deuxième réunion
sur lesquels on va rentrer un peu plus loin dans l'analyse des données du baromètre cyclable, comme vous l'avez fait là, sur l'exercice précédent, d'aller chercher les commentaires, d'aller regarder les points durs, le stationnement, les points positifs. Et pourquoi pas aussi développer une carte interactive. On peut utiliser par exemple une carte UMAP qui existe actuellement et sur laquelle on peut abonder de façon à améliorer peut-être. C'est-à-dire qu'à partir des résultats du baromètre, à partir des cartes qui sont un peu figées d'une certaine façon, mais qui nous apportent des éléments, mais comment on peut nous continuer à rendre un peu plus vivant ce processus, puisqu'il y a entre les résultats et la réunion, déjà, il y a eu des équipements qui ont été réalisés. Voilà, donc sur les mots-clés que je vous propose, donc c'est la communication, la mobilisation, l'organisation de la réunion publique. On est sur un travail de sensibilisation, d'acculturation, de concertation, et on permet aux personnes qui ont été présentes sur ce temps-là de se projeter à l'avenir. Et la suite, ça sera la campagne électorale. Et donc, le 2 décembre, moi, j'arrête là. Et la campagne des municipales prendra le relais, puisque le maire sortant se représente et les candidats d'opposition étaient présents sur la réunion et certainement sont présents sur cette deuxième réunion. Voilà, je vous remercie de votre attention et je passe la main et je suis disponible pour les questions. Merci beaucoup pour votre présentation. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. On peut même, si vous préférez les poser à l'oral, vous ouvrir le micro. Alors, vas-y Axel. Alors, c'est pas une question, mais c'est plutôt un commentaire, un avis sur voilà un exemple réussi d'hybridation, de comment le baromètre peut nourrir eh bien une vraie dynamique locale. Et merci beaucoup pour votre témoignage, David. C'est vraiment top de voir que vous liez ça en plus avec les questions d'écomobilité, voilà, de concertation. Je pense que c'est à ça que sert le baromètre, de vraiment l'ancrer territorialement dans les enjeux qui vous occupent. Voilà, donc bravo. Merci. Personnellement, je continue en disant que je trouve ça aussi très intéressant de faire connaître la démarche, même après la publication des résultats, pour aller plus loin et possiblement espérer qu'on ait une diffusion à la prochaine échéance, au prochain baromètre, pour avoir des données qui représenteront encore mieux la population. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y avait une question de Barbara qui était plutôt une remarque qu'une question, mais sur le fait de comment savoir, quand on n'a pas de collectif vélo, on va dire, établi dans son territoire, comment faire pour lancer cette dynamique? Me permet de peut-être donner un avis national, en tout cas nous ce qu'on voit à l'échelle de la FUB, et puis voilà, si d'autres personnes veulent réagir, ce sera le bienvenu. Peut-être dire que ça dépend, alors il y a le sujet du baromètre, mais créer une association vélo à l'échelle locale, parfois c'est une impulsion aussi de la collectivité territoriale. Par exemple, on a pas mal d'associations locales qui ont été développées dans le cadre de comités participatifs autour de la constitution d'un schéma cyclable ou d'un plan vélo. Où des gens sont rencontrés, sont appréciés, sont dit qu'ils avaient envie de poursuivre et constituer une association locale. Donc, en fait, la collectivité peut être aussi à l'initiative, on va dire, créer les conditions d'un dialogue entre les habitants pour créer une association. Voilà. C'est un des éléments qu'on voit. Nous, on essaye, et c'est un des buts recherchés par le baromètre vélo, c'est de créer via ces référents locaux, et bien in fine, qui est une constitution d'association locale. Voilà. Mais vous pouvez être acteur aussi de ce
tissu social, tissu associatif. Et juste un truc, j'ai l'impression que le partage d'écran est toujours activé. Du coup, il faudrait peut-être le désactiver. Pas de souci. Super, Voilà, merci beaucoup. Mais de rien. Et sur le point peut-être de l'appropriation du baromètre lors de cette réunion publique, peut-être si David pouvait nous en dire un petit peu plus sur comment vous avez amené cette réunion publique, comment vous avez convié les différents interlocuteurs, etc., pour aiguiller nos collègues qui participent au webinaire. Alors, donc, vous m'entendez, hein, je n'ai pas débranché le micro. Ok. Donc, dans la présentation, voilà, je vous ai montré qu'il y avait quand même une intériorité. Donc, il y a des contacts, il y a du réseau. Et du coup, la commune a facilité la communication à travers son site internet, moi de mon côté sur les réseaux sociaux, sur de l'affichage en magasin. Donc, on a balayé large. On a eu aussi le forum des associations début septembre, et ça a été aussi l'occasion d'aller de stand en stand et de discuter et de me rendre compte qu'il y avait des responsables associatifs. Parce que dans les associations, on retrouve généralement aussi un profil de personnes qui a l'intérêt général chevillé au corps, je dirais, et quels que soient les sujets, en fait, souvent, ils s'en emparent. Parce que sur une commune de 6 000 habitants, que ce soit le vivre ensemble, le cadre de vie, la vie participative, l'associatif, c'est un élément hein, qui est transversal à tous ces sujets-là. Donc, c'est plutôt facile de mobiliser les personnes. Néanmoins, demain, le fait de revenir sur les représentants des parents d'élèves, ça va nous permettre de remettre une couche. Et par ce biais-là, on va, je pense, boucler l'ensemble des personnes qui auront un rôle à jouer. Alors après, est-ce que ces personnes vont vouloir intégrer le groupe Projet Vélo? Est-ce qu'elles voudront juste être à la marge et qu'on aille les consulter selon les sujets? Peut-être que ces personnes-là ne voudront pas voir ce qui se passe par rapport au baromètre vélo et par rapport à l'analyse en détail. Peut-être que ces personnes voudront rester uniquement sur le projet d'écomobilité qu'on va peut-être pouvoir lancer. Donc, moi, je n'ai pas d'objectif de réussite. Et je suis très clair par rapport à ça. Je n'ai que 100% le fait d'avoir essayé. Dès qu'on est sur de la mobilisation de personnes, on ne peut pas se fixer des objectifs de réussite. Donc, tant mieux s'il y a du monde à la réunion, tant mieux s'il y a des personnes demain qui viennent en mairie représentant des parents d'élèves, tant mieux si le 2 décembre, on a à nouveau du monde, voire même des nouvelles personnes. Peut-être qu'on n'aura pas forcément les mêmes personnes. Voilà, on verra comment les choses ont cranté et voilà comment on va pouvoir le fédérer et comment peut-être aussi au sein de cette organisation qui est émergente, certains leaderships vont pouvoir émerger parce que le but, c'est que moi je lance tout ça, mais qu'ensuite derrière, à la fois dans le cadre de la campagne municipale, que peut-être sur des réunions publiques, des candidats, des questions seront posées dans ce sens-là, de dire, bah, vous, sur ce sujet-là, qu'est-ce que vous proposez? Voilà, donc, excusez-moi, je balaye un peu large par rapport à votre question, mais voilà, ça me permet aussi de me projeter et d'être sur un travail continu, en fait, hein, par rapport à ce que je vous présente là. On est sur quelque chose de chaud, c'est pas quelque chose qui est fini. Tout à fait. Et je trouve que c'est en ça que ça complète bien ce que pouvait nous dire Axel. Voilà, que le baromètre, ça permet cette photo-là à des temps donnés et qu'en fait, voilà, vous avez réussi côté Carpentras-Aubignan on va dire, à en faire une dynamique, à le faire vivre, y compris avec l'intégration des points dans une carte plus vivante et qui permet de suivre les avancées. Et c'est vrai que c'est une manière de faire en sorte que ça soit pas juste une photo à un instant T, quoi. Oui, puis ce qui est important aussi, c'est de se mettre à niveau des participants, parce que sincèrement, on a tout type de public. Voilà, on n'est pas sur une grande ville, on n'est pas sur une métropole, on n'a pas forcément toutes les compétences là sous la main, mais simplement par le fait de discuter, d'alimenter, de créer, on va dire, l'envie et la motivation.
Voilà, on est sur un projet collectif. C'est pour ça qu'on parle de ville éco-sensible, donc on est sur le caractère humain, et ville écomobile sur le caractère technique. Donc les deux sont indissociables et les deux vont essayer de fonctionner ensemble. Voilà, mais pas l'un sans l'autre. C'est pour ça qu'on fait un travail de concertation dès le début. On ne fait pas un travail de concertation une fois qu'on a des choses à montrer ou des choses à livrer. Voilà, ça c'est aussi une démarche qu'on essaie d'avoir sur Carpentras en pro avec mon élu. Et du coup, vous avez vu qu'on essaie les deux communes vont s'alimenter un peu mutuellement. C'est ça qui est aussi intéressant. Super, merci beaucoup pour votre retour d'expérience en tout cas. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions à les poser dans le chat tant qu'on a Axel et David sous la main, faut en profiter. Donc je vais vous partager le temps que vous écriviez vos questions éventuelles dans le chat. Je vais vous partager donc les prochains rendez-vous côté calendrier à Vélo 3. Donc là, nous sommes aujourd'hui le 13 novembre. Vous avez donc sur la fin novembre une classe présentielle à Évry-Courcouronnes le 18 novembre. Donc pour cette classe-là, les inscriptions sont closes. Vous avez une classe virtuelle le 26 novembre pour laquelle il reste encore quelques places. Si vous souhaitez vous y inscrire, donc c'est des classes virtuelles qui sont organisées en partenariat avec l'ADMA, l'Académie des mobilités actives, et qui sont donc totalement gratuites à suivre. Vous avez au mois de décembre une classe présentielle qui aura lieu à Beaugency, en centre Val-de-Loire. Là aussi, il reste encore quelques places. Donc, si jamais ça vous intéresse, il est grand temps de vous inscrire pour ne pas manquer l'occasion. Le 9 décembre, on aura un webinaire sur la mobilité active chez les jeunes avec un petit focus en milieu rural. Le 10 décembre, on aura donc une autre classe virtuelle à laquelle vous pouvez encore vous inscrire. Donc, les inscriptions sont ouvertes. Et le 16 décembre, nous aurons une classe présentielle à Périgueux, en Nouvelle-Aquitaine. Ces classes présentielles sont en partenariat avec le CEREMA, donc n'hésitez pas à vous y inscrire. Vous avez normalement toutes les infos dans le chat. Et sur le mois de janvier, il y a des premières dates qui arrivent. Il n'y a pas encore forcément tous les liens d'inscription qui sont ouverts, notamment pour la classe présentielle, le webinaire. Les liens d'inscription ne sont pas encore créés, mais au moins ça vous donne de la perspective. Vous pouvez noter dans vos agendas si jamais les dates vous intéressent. Et puis, effectivement, on est toujours preneur de vos retours et de vos impressions. Donc, si vous avez envie de nous donner votre avis sur ce webinaire, je vous laisse scanner le QR code ou bien cliquer dans le lien que Paul vous a mis dans le chat. Et je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous remercie d'avoir été présent pour ce webinaire. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir.